Salut tout le monde. Voici le module sur qu'est-ce qu'un chair, la première partie. Donc sur cette première partie, nous allons couvrir les bases de qu'est-ce qu'un chair, pourquoi chairer, etc. Et ensuite, la deuxième partie sera une autre vidéo dans laquelle on va essayer de pousser les limites de qu'est-ce qu'un chair et vous allez pouvoir vraiment réfléchir avec des métaphores assez cool, j'espère. Alors, j'ai posé cette question, qu'est-ce qu'un chair, à mes chairs la semaine dernière, lors de la session nationale de Portugal. Ils m'ont donné plein de réponses différentes. Ils m'ont dit que c'est un modérateur, c'est un type de professeur, c'est un tuteur, c'est un guideur, c'est l'aide aux délégués, c'est plutôt un coach, etc. Donc, au premier vue, on dirait que ouais, c'est tous à peu près le même, quoi. Ça se comprend qu'est-ce qu'un chair, voilà, c'est ça. Mais pas vraiment. Vous voyez, il y a énormément de différences entre ces mots. Par exemple, le professeur. Le professeur, il est là pour vous donner de la savoir. Est-ce qu'un chair est là pour donner le savoir? Est-ce que le but d'un chair, c'est que le délégué euh, sort de la session avec toutes les connaissances sur les institutions européennes, etc. Est-ce que ça, c'est le but? Modérateur. Modérateur, c'est plutôt quelqu'un qui est là et qui modère tous les débats, qui est très présent, mais qui laisse les autres font le travail un peu quand même. Est-ce que ça c'est plutôt un chair? Un tuteur. Un tuteur, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui travaille avec des petits groupes pour leur éduquer, pour leur donner ce savoir? Guideur, est-ce que c'est pas plutôt juste un guide, donc un peu plus passif? Ou un coach? Est-ce que cette personne est vraiment là au niveau de développement personnel pour essayer de comprendre chaque individu et leur faire pousser à leurs limites? Ou aide aux délégués? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt là juste pour les aider? Et si vous êtes là pour les aider, bah vous les aidez dans quoi? Vous allez les aider dans la résolution ou dans, dans la création de l'équipe ou vous allez aider dans quoi vraiment? Donc vous voyez, même si ces mots se ressemblent, ça nous donne un spectre un peu différent sur qu'est-ce qu'un chair. Et on peut voir ce spectre ici sur est-ce qu'un chair est actif ou plutôt passif. En anglais, j'aime bien appeler cela hands-on chairing, donc on chair vraiment avec les mains, avec les déliés, et passive chairing ou hands-off chairing. On est beaucoup plus passif. On peut penser d'un chair à ce niveau-là, et je dirais tout de suite qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de ouais, le chair qui est vraiment actif c'est mieux, ou le chair qui est vraiment passif c'est mieux, ou il faut trouver un équilibre entre les deux. Il n'y a pas de bonne réponse, mais dans ce module, on va essayer de mieux comprendre bah, qu'est-ce qu'un active chair, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien, etc. Et qu'est-ce qu'un passive chair, c'est quoi les positifs, c'est quoi les négatifs, etc. Donc, premièrement, on va commencer avec active chairing. Alors, le active chair, c'est plutôt quelqu'un qui est vraiment là dans la commission avec les délégués. Les délégués vont jamais penser de leur propre commission sans le chair. Le chair fait vraiment partie de cette commission. Donc le chair est vraiment là pour aider les délégués. Si il ou elle voit qu'il y a un délégué qui veut s'exprimer mais qui n'a pas vraiment l'espace pour s'exprimer, etc. Le chair il serait là tout de suite. Oh, attendez tout le monde, on laisse la parole à Julia, etc. pour s'exprimer. C'est ça le but de cette active chair. Il est vraiment fourni dans la commission. C'est quoi les positifs? Une des positifs, là tout de suite, comme j'ai dit, il peut intervenir et résoudre des problèmes tout de suite quand ils apparaissent. Au début de la session, c'est vraiment bien aussi. Parce que au début de la session, les gens ils viennent, ils sont un peu gênés un par rapport aux autres, ils se connaissent pas, etc. Mais là, quand le chat est vraiment actif, il prend les délégués, il dit ok, maintenant on va faire ce jeu, allez-y, on continue, allez. Il est vraiment actif, vraiment dynamique avec la commission. Donc, ça peut créer ces liens beaucoup plus rapidement. Mais c'est quoi les côtés négatifs de Active Chair? C'est que la commission a du mal à se former en vraie équipe parce qu'il y a le chair qui le dirige trop. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes Active Chair et pendant Committee Work,
vous devez partir pendant une demi-heure, vos délégués seront perdus. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir ce chair qui leur dit à chaque fois ce qu'ils doivent faire. Donc, si on ne peut pas les laisser tout seuls travailler un peu, ça peut veut dire qu'ils sont pas une vraie équipe ensemble, mais ils ont une vraie équipe que seulement quand le chair est là avec eux. Donc, ça peut avoir des trucs vraiment positifs, mais il faut aussi se rendre compte du côté négatif. Alors, passons au passive chair. Qu'est-ce qu'un passive chair? Un passive chair expliquera les règles. Il dirait au début, c'est quoi ce jeu? Alors, vous allez faire cette Street Fighter, et voilà, on va expliquer les règles. Puis ensuite, on se barre. Les délégués font ça. Ou on va expliquer le crash d'avion. On va dire, vous avez une demi-heure pour discuter telle chose, et voici l'histoire. Et après, vous leur demandez, est-ce que vous avez des questions ou des choses que j'ai pas vraiment bien expliquées? S'ils disent tous non, c'est parfait. Dans une demi-heure, je vais vous arrêter, je vais vous demander la réponse, quels objets est-ce que vous voulez retenir, etc. Et vous leur dites rien pendant une demi-heure. Rien. Une demi-heure plus tard, vous arrêtez le jeu, si c'est fini ou pas, et vous dites, ok, c'est quoi ces objets? Et vous continuez avec eux. Donc vous voyez que ce côté passif n'est vraiment pas inclus dans la commission. Mais c'est plutôt quelqu'un qui leur donne le framework, qui leur donne tous les outils pour pouvoir travailler ensemble, mais qui n'aide pas dans le travail lui-même. Donc c'est juste un autre moyen de chair. Alors c'est quoi les côtés négatifs de passive chair? La positive, on vient de dire qu'ils peuvent vraiment former cette équipe autonome, etc. Parce que eux, ils doivent tous devoir travailler ensemble, ils ont l'habitude de travailler ensemble, donc ça peut créer une meilleure unité de l'équipe. Mais, par exemple, s'il y a des problèmes, s'il y a un ou deux personnes qui se sentent pas bien, si vous ne pouvez pas être actif dans l'équipe, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à le résoudre. Donc le passive chairing peut être plus difficile en tant que chair, parce que si il y a d'autres personnes qui se sont exclues du groupe, on peut pas juste leur dire, ok, il y a 2-3 personnes qui sont exclues du groupe, qu'est-ce qu'on peut faire, blablabla. Mais vous devez créer un scénario dans lequel ils vont comprendre qu'il y a ce problème, et ensuite que les délégués doivent se dire comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus que ce problème existe. Donc c'est-à-dire on va créer le jeu parfait pour les délégués pour qu'ils puissent se rendre compte de leurs problèmes, pour les résoudre eux-mêmes, au lieu que nous, on le résout pour eux. Donc c'est très difficile en tant que moyen de chair. Les côtés négatifs aussi peut être que s'il n'y a pas assez d'énergie dans l'équipe, ça peut être que les délégués, s'ils sont plus autonomes, ils s'en foutent un petit peu parce qu'il n'y a pas quelqu'un là pour leur guider, etc. Donc, pour être passif, il faut déjà avoir assez d'énergie dans l'équipe, il faut bien définir les règles, il faut bien savoir comment résoudre les problèmes sans le dire eux-mêmes, mais juste en créant des scénarios, en faisant des jeux, etc. Donc voici la première dimension de sharing, c'est côté actif ou côté passif, on peut dire côté présent ou côté absent aussi. Et un deuxième, c'est côté ici, c'est comment est-ce qu'on peut aider les délégués. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Je vais donner 2 exemples. Premier exemple, ça serait lors d'un jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les délégués pendant un jeu? On voit que les délégués, ils ont du mal à faire un jeu de team building. Alors, il y a des chats qui vont essayer de donner quelques pièges, qui vont leur réexpliquer les règles pendant le jeu. Ils vont essayer de tout faire pour aider ces délégués à réussir. Il y a d'autres chats qui vont pas faire ça. Ils vont juste leur laisser. S'ils arrivent, ils arrivent. S'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce qu'ils comprennent que peut-être c'est en travaillant ensemble, même s'ils arrivent ou s'ils n'arrivent pas, qu'ils vont progresser et qu'ils vont créer une bonne équipe. Donc, ces gens ici, ils pensent plutôt au processus
ces gens plutôt par ici, ils pensent en anglais on dit product. Je vais écrire juste le produit, ou le final, on va dire final. Donc il y en a des chats qui se disent que c'est comment les délégués ont créé une telle chose qui est important. C'est juste la manière de travailler en équipe, cette manière de développement qui est très important. Il y en a d'autres qui disent non, c'est l'autre chose que les délégués créent. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc vous pouvez comprendre tout de suite que les chats, plutôt ce côté ici, au côté final, vont dire ok, il faudrait que la commission à la fin en ait une résolution incroyable. Il faudrait qu'il soit innovative, bien précis, bien détaillé, etc. On va vraiment tous travailler pour réussir ça. Mais les chats, peut-être ce côté-ci, vont dire la résolution à la fin, on va peut-être oublier ça dans une semaine. Donc au lieu de ça, peut-être si on travaille vraiment seulement sur comment est-ce que l'équipe travaille ensemble, est-ce que tout le monde se sent bien dans l'équipe, est-ce que tout le monde apprend des choses, est-ce qu'on apprend à boire du café, est-ce qu'on apprend à faire des débats en public, à faire des compromis, etc. Donc ici, c'est surtout sur le côté développement du personnel et aussi du groupe, au lieu de qu'est-ce qu'ils peuvent créer à la fin. Donc en PEJ, on parle toujours de ce... Vous allez entendre ce débat de product versus process partout dans le PEJ. Alors nous allons adresser ça d'une autre manière. Et donc voici mes pensées là-dessus. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça c'est tout à fait d'accord. Moi, je pense que avoir ce côté final est impératif. De vraiment se focaliser sur qu'est-ce que c'est le produit à la fin. Ça c'est vraiment impératif pour que le processus marche. Donc c'est-à-dire, si on s'en fout, si les solutions sont bien discutées, etc., bah, si on s'en fout de la qualité de ces solutions, peut-être que les délégués vont pas apprendre à vraiment travailler ensemble. Peut-être qu'ils vont juste avoir des consensus super rapidement parce qu'ils veulent travailler en équipe, mais qui ne partagent pas vraiment leurs idées, qui ne partagent pas vraiment leurs arguments parce qu'ils ont peur de ne pas être assez polis aux autres. Donc peut-être, si on ne se focalise pas assez sur le côté final, on ne va pas atteindre le processus. Si, à la fin, on a une résolution qui comprend les institutions de l'Union européenne, c'est une résolution qui comprend le sujet, mais pas juste au premier degré, mais beaucoup, beaucoup plus que ça, le sujet. Si à la fin, les délégués ont fait tout ça, il aurait fallu que le processus soit bien. Donc pour moi, je pense que la chose le plus important, c'est le processus, mais le final est impératif pour atteindre ce processus. Donc mon opinion là-dessus, c'est que je me demande à chaque fois, alors le final, est-ce que c'est important? Est-ce que ça aide le processus? Si oui, c'est important. Est-ce que ça n'aide pas le processus? Pour moi, ce n'est pas important. Donc c'est-à-dire que il y a un moyen qu'on peut changer le côté final, ce serait en changeant les résolutions nous-mêmes, en tant que chair. Je me demande, est-ce que ce final peut aider le processus? Je me dis tout de suite non. Si moi j'ai une idée, et pendant le typing, moi j'écris cette idée parce que je me dis que c'est mieux que leurs idées, oui, ça peut créer un meilleur final, potentiellement, mais ça va pas du tout aider le processus. Même ça va le diminuer. Parce qu'on est en train de leur dire que vos idées sont nulles. Donc, non. Pour moi, ça pourrait pas marcher. Et pendant le travail en commission, si vous leur dites oui, est-ce que vous avez pensé à ce domaine? Est-ce que vous pensez à ça? Là, nous sommes en train de changer le côté final. Est-ce que ça aide le processus? Peut-être. Sinon, on est toujours en train de leur suggérer ce qu'ils doivent faire. Non, ça ne va pas aider le processus. Mais si, de temps en temps, on leur donne une piste dans laquelle ils peuvent avoir des bonnes discussions et apprendre beaucoup dedans, ça aide le processus. Donc, c'est-à-dire, vous avez écrit des topic overviews pour essayer de changer le final un peu, pour leur guider un petit peu plus dans leur recherche. Mais ça, c'est pour que les délégués puissent avoir des bonnes discussions et travaillent bien pendant toute une journée sur leur sujet.
Mais il y a deux ou trois chats qui le savent que je vous ai écrit qu'il ne faut surtout pas que nous, on mentionne nos avis dans le topic review. Parce qu'on ne veut pas changer le côté final au niveau des solutions, mais on veut juste changer comment est-ce que les délégués peuvent travailler ensemble dans ce processus. Donc, c'était qu'est-ce qu'un chair? Bah, un chair, oui, c'est quelqu'un qui travaille avec les délégués pour les faire avancer dans leur travail. Mais de quelle manière? Ça peut être actif, ça peut être passif. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quoi le truc important pour le chair? Ça peut être ce qui est au final, ça peut être le processus, ou ça peut être les deux. Comme moi je l'ai décrit, moi je pense que le final est important à cause du processus. Il y a d'autres personnes qui pensent que le processus est final à cause, le processus est important à cause du final. Donc c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le processus pour pouvoir créer la haute qualité à la fin. Parce qu'eux, ils se focalisent sur la haute qualité. Et que moi, je pense que la haute qualité à la fin va nous aider à créer un bon processus. Et pour moi, le processus est important. Donc, on a tous des avis différents là-dessus. Et ce qui est très important, c'est de développer sa propre avis et aussi de réfléchir. Moi, quand j'ai tiré la dernière fois, moi j'étais lequel? Moi j'étais plus actif, j'étais plus passif. Oh, j'étais plutôt entre les deux. Mais est-ce que j'ai changé ou évolué pendant la session ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que moi, je me suis vraiment mis au côté final, au côté processus, une mélange des deux, ou comment est-ce que ça a marché avec moi? Donc ça, je pense que c'est très important pour réfléchir soi-même, pour demander euh, où est-ce que nous, on se situe dans ce débat. Et ensuite, juste une dernière chose sur le côté actif et passif des chairs. Il y en a qui disent une autre théorie. Alors voici le cercle Firo, plus ou moins similaire à celui que vous avez eu dans le dernier module. Il y en a qui, ici c'est le début de la session où vous faites les name games, les prénoms les jeux de prénoms, les icebreakers, quand vous rencontrez les autres un petit peu, vous les touchez un petit peu, voilà, c'est ce contact social. On a des problem solvers, donc les jeux un peu plus difficiles pour définir les rôles, créer une équipe, et à la fin, on va faire le clore sur l'équipe en disant qu'on n'est plus ensemble, que nous allons tous partir de notre chaque manière, et si on se rencontre, ce n'est plus dans la même équipe dans laquelle nous sommes maintenant. Donc, ce cercle FIRO, il y en a qui disent que le actif au passif chair change ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que au début, quand il y aura AI, donc au tout au début, il faut que le chair soit très 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 actif. Et au fur et à mesure, de moins en moins actif, moins actif, jusqu'ici. Donc c'est-à-dire quand tout le monde vient ensemble, le chair il est là avec toute l'énergie en disant tu t'appelles comment, vas-y on va faire ce jeu, on va lancer des prénoms, on va faire tout cela, il va essayer d'inclure tout le groupe dans ce jeu. Mais il fait ça de moins en laissant de plus en plus l'espace pour l'équipe, pour créer leur propre équipe. Jusqu'au jeu de conflit, où le tiers s'éloigne vraiment, il leur laisse faire leur conflit. Il leur laisse comprendre où est le conflit, etc. Et ça se passe moins en moins. Et là, le tiers est vraiment passif, jusqu'à la fin, où il devient super actif, pour clore la commission. Et on dit que le tiers peut être beaucoup plus actif pour clore la commission, parce que les délégués vont pas vouloir clore cette équipe. Les délégués vont vouloir que ça continue jusqu'à la fin. Mais là, le chat est là pour dire que non. L'équipe est maintenant terminée. Donc, il y en a qui pensent ça. Et on peut dessiner ça d'une autre manière, une graphique. En disant que ici, on va dire c'est le temps dans la session. Et ici, c'est d'un côté, on va dire actif. Et de l'autre côté, on va dire unité. Donc, l'unité de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que au niveau actif, dans le temps, le chat, il va faire ça. Qui va créer au niveau de l'unité de l'équipe
Ça va créer quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est en ayant moins en moins actifs en tant que chair pendant la session que vous allez créer de plus en plus d'unités dans l'équipe. Mais ça, c'est votre choix. Vous pouvez être plus ou moins actif. Mais tout ce que moi je demande, c'est de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qu'un chair actif, qu'est-ce qu'un chair passif. Moi, je suis lequel, je pourrais être lequel, c'est quoi les positifs, c'est quoi les négatifs, tout ça. Et voici la première partie de qu'est-ce qu'un chair.